Désolé, mais j'ai plus 14 ans. Je s'appelle à tous, ici Gwen, aujourd'hui on se retrouve pour cette critique de l'Odyssée, du coup le nouveau film de Christopher Nolan. Je voulais faire cette critique déjà pour surfer un peu sur mon buzz de mes vidéos sur l'IMAX, car elle est à près de 300 vues. C'est, je pense, l'une des vidéos les plus visionnées en termes de temps. En vrai, en termes déjà de vues, mais en termes de temps sur la chaîne, je crois que c'est à presque 30 heures, t'as une très bonne rétention d'audience qui est le temps moyen que les gens passent sur la vidéo. Bref, la vidéo marche très bien et j'en suis très contente, étant donné que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Je voulais un peu surfer sur le buzz, encore une fois, car elle a pas fait 10 000 vues. Hein. Et en même temps, je voulais parler de l'Odyssée parce que j'ai beaucoup de choses à dire et très peu de choses positives. J'ai pas aimé. J'ai vraiment trouvé ça assez moyen, voire nul. C'était assez pénible à regarder, on va pas se mentir, surtout 2h50. Et le pire, c'est que le jour juste avant, j'ai vu les deux films de Gaulle qui durent chacun 2h40, je crois. J'ai pas de problème à voir des longs films, hein, aucun problème. Je veux dire, si c'est de la qualité de Projet Dernière Chance, qui est également sorti cette année, avec plaisir. Mais là, trois films de plus de 2h40 qui sont au mieux moyens, au pire vraiment pas très bons. Je vais pas vous mentir, c'est assez dur. Surtout pour l'Odyssée, car les films de Gaulle, ils sont très classiques. Cinématographiquement, ils proposent pas grand chose. C'est vraiment juste pour ta culture G. Mais ils passent plutôt bien en termes de temps, voilà, ça va. Mais l'Odyssée, je vais revenir dessus sur pourquoi, qu'est-ce qui va pas dans le film, mais c'était vraiment très long. Vraiment, vraiment très long. Du coup, avant de parler de l'Odyssée directement, je voulais revenir sur la carrière de Nolan, de ce que je pense, tout simplement de lui. Et c'est quelqu'un que j'apprécie pas particulièrement. Il y a Inception de lui que j'aime vraiment beaucoup, très originalement. The Dark Knight, je sais plus, en fait, parce que dans mon souvenir, je l'aime plutôt bien, mais je sais pas si je l'aime vraiment bien ou c'est juste ça fait tellement longtemps que je l'ai vu et que depuis j'entends tous les gens qui sont en mode c'est le meilleur film de super-héros, c'est incroyable, il est extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre et que automatiquement mon cerveau a intégré ça et donc il est en mode non, c'est un bon film. Je sais pas, faudrait que je le revoie. The Dark Knight Rises, pareil, même si les gens sont plus négatifs envers lui, je me souviens pas, ça fait trop longtemps. Pour le coup, Batman Begins, je l'ai revu récemment, il y a 2 3 ans, mais j'ai le souvenir, et pour le coup, je l'aime plutôt bien, Batman Begins. Interstellar aussi, j'aime plutôt bien. Tenet, que j'aime plutôt bien, mais qu'un bon divertissement. Parce que sinon, c'est une parodie de Nolan. Vraiment, le film, c'est Nolan qui se parodie lui-même. Ça va pas, genre, c'est mal construit, c'est. Tu comprends rien. Et tout le monde dit qu'on comprend rien au film de Nolan, mais si, en fait. On comprend. Juste, tu suis le film, tu comprends. C'est ça qui marche extrêmement bien dans Inception. C'est que on t'explique tout, et du coup, tu intègres et tu fais ah, mais oui, là, il se passe ça parce que si, il se passe là parce que ça. Il y a certains détails que tu n'as pas tout de suite. Je veux dire, le truc typique de la toupie à la fin. Voilà, c'est pas quelque chose que tu captes forcément au premier visionnage, mais c'est qu'un détail. Je veux dire, tu comprends tout de même le film. Tenet, tu comprends rien au film. Tu comprends pas ce qui se passe parce que le film t'explique à peine et après il intègre un nouveau concept et une nouvelle chose et une nouvelle chose et une nouvelle chose et en fait il t'explique pas vraiment. Ça marche pas, mais c'est un très beau divertissement. T'as des scènes très cool. Memento, j'ai vraiment trouvé ça ok, mais sans plus. Surtout que ça passe le temps, mais je pense que si tu réfléchis 5 secondes au film, tu te rends compte que ça n'a aucun sens. T'as le Prestige qui est génial lors du premier visionnage, mais très mauvais lors du second. C'est un film qui est très bien à voir quand tu connais pas l'histoire, parce que du coup, tout l'intérêt du film, c'est comprendre ce qui se passe. Sauf que du coup, une fois que tu sais ce qui se passe, tous les enjeux, etc., bah, quand tu revois le film, c'est pas très intéressant. Mais bon, ça reste un excellent moment. Si vous avez jamais vu le Prestige, je vous le recommande quand même. Après, je crois qu'il y a vraiment les films de Nolan que j'aime pas du tout. Normalement, j'ai tout fait sauf Dunkerque, que j'aime vraiment pas. Je vais revenir dessus parce que c'est un rapport avec l'Odyssée, je vais revenir après. Et Oppenheimer, pareil que j'aime pas. Tout simplement parce que Nolan ne sait pas écrire ses personnages. Ou disons qu'il ne sait pas les développer. C'est-à-dire que Nolan, ses personnages, c'est des fonctions. Ils servent à faire avancer le récit.
Ce qui est pas un problème, je veux dire, ça, tu peux très bien construire un film dont le but est juste de te divertir ou de te faire passer un message ou de te raconter telle ou telle chose avec des personnages qui sont creux entre guillemets, qui sont juste là pour faire avancer le récit. Il n'y a aucun problème à ça. Inception marche très bien là-dessus. Après, t'as quand même le personnage de Leonardo DiCaprio qui est un peu développé, qui a quand même une backstory intéressante et tout ça. C'est pas le personnage du siècle, mais t'as un petit truc pareil pour son Batman. T'as quelques petits trucs qui marchent bien dans leur film propre, car il y a plein d'autres choses dans Inception et dans Batman Begins, après encore une fois les Dark Knight, je peux pas dire, ça fait trop longtemps, t'as plein d'autres choses qui viennent se développer derrière. Le problème d'Oppenheimer, c'est que tout repose sur son personnage. Et que le personnage est creux, est vraiment creux, et je vais revenir parce que c'est la même chose pour l'Odyssée, mais je vous conseille une vidéo que j'ai vue récemment qui parle d'Oppenheimer, et tu te rends compte à quel point genre, le film est mal construit, genre c'est vraiment mauvais. Et c'est pareil pour l'Odyssée, du coup, voilà, on va parler de l'Odyssée directement et du personnage d'Ulysse. Il est creux. Il est creux parce que il va avoir une évolution que tu ne vas pas voir. Du coup, le récit, il est divisé de deux manières, c'est-à-dire qu'on va suivre Télémaque d'un côté et on va suivre Ulysse de l'autre. Télémaque, il va rencontrer différents personnages qui vont lui raconter telle ou telle histoire d'Ulysse, tout simplement, qui du coup, Télémaque c'est le fils d'Ulysse, et du coup chaque personnage qui va rencontrer Télémaque va t'expliquer une histoire et tout ça pour que tu comprennes ce que les gens pensent d'Ulysse, on va dire, voilà, Ulysse d'un point de vue extérieur, et en même temps la seconde histoire du côté d'Ulysse, c'est Ulysse qui a des problèmes de mémoire, avec un retournement de situation extrêmement mal fait. T'as 3 retournements de situation dans le film. 2, ils sont tellement évidents que c'est vraiment hallucinant, genre c'est vraiment très mal fait. Et un autre qui est tellement mal introduit qu'au moment de la révélation, t'es juste en mode ça ne passe pas. Je vais revenir plus tard dessus, j'ai pas noté dans mes notes, mais bref, je reparlerai plus tard des retournements. Mais du coup, on a Ulysse qui se souvient pas bien des choses et qui, avec le temps, on va se souvenir de quelques trucs, et du coup, tu vas voir Ulysse, comment il se sent par rapport à lui-même et comment il va évoluer avec ça. Sauf que le problème, c'est qu'il évolue pas. Ça va être compliqué de pas spoiler, je vais essayer au mieux de pas spoiler, mais tu vas avoir un événement qui va faire que il change du tout au tout, qu'il est censé changer du tout au tout, parce que le personnage te dit, à partir de ce moment-là, j'ai changé. Déjà, subtilité, bravo Monsieur Nolan, c'est vraiment avoir un personnage qui dit face cam, oui en fait il s'est passé ça et du coup j'ai changé, plutôt que juste te le montrer. Le pire c'est que le film te le montre, mais il a besoin de te dire en plus, j'ai changé. Vraiment, c'est... Tout le monde dit ah Nolan il est trop intelligent. Non, genre c'est la base du cinéma, la base du blockbuster. Du coup, le personnage est obligé de te dire qu'il a changé pour que tu te rendes compte qu'il a changé. Et en fait non, parce que il te raconte que suite à cet événement, il a changé d'avis sur les choses, il agit plus différemment. Et pourtant, t'as un événement, t'as même plusieurs événements qui se passent plus tard. Il n'a pas changé, il fait la même chose qu'avant le premier événement qui est censé l'avoir changé. C'est très compliqué à expliquer pour pas spoiler, mais je ferai peut-être une partie spoiler, je sais pas. Est-ce que... Je vais faire une petite partie spoiler, voilà, je vous mets un chronomètre, vous pouvez décaler, mais du coup, à la fin du film, Ulysse te dit qu'il a changé suite aux événements de Troie. Le film te le montre parce que la mise en scène est assez chaotique pendant l'événement de Troie, et contrairement à une autre scène sur laquelle on reviendra plus tard, ici ça a un sens que ça soit chaotique parce que c'est chaotique dans sa tête, donc ça marche plutôt bien, mais le film est quand même obligé de te dire, d'avoir une voix off de « Et dis donc là, franchement je me disais, tuer des gens c'est pas fou, c'est pas bien la guerre. » Super. Mais du coup, il dit qu'il a changé et qu'il a compris de l'atrocité de l'homme. Et plus tard, déjà, ils deviennent le peuple de la mer. On reviendra dessus plus tard. Donc, il continue de commettre des choses affreuses. À la fin, juste pour se venger du Cyclope, il lui tire dessus. Il ne respecte pas le corps de ses hommes. Le mec, il dit qu'il a un événement qui a changé sa vision de voir les choses. Et il continue de faire comme avant. T'as juste à la fin où il se dit
ah en fait c'est pas fou ce que j'ai fait. Mais du coup ça ne marche pas en fait. Mais ça, c'est pas bien fait quoi, genre ça a aucun sens. Ici Gwen du montage, c'est juste pour vous parler du fait que t'as l'impression que Nolan, il a mélangé la timeline du film, qui est du coup racontée en flashback, et le temps classique, quoi, le temps, comment se déroulent les événements du film. Ce qui est très étonnant, parce que c'est un habitué, Nolan. Je sais pas si là, il a pris l'Odyssée justement parce que c'est une histoire racontée dans le désordre, ou si il a pris l'histoire de l'Odyssée qui est de base racontée de façon linéaire, et là il l'a mis dans le désordre, je sais pas, mais en tout cas, c'est un truc qu'il aime bien et un truc qu'il fait tout le temps. Je pense que t'as pas un seul de ces films qui est une histoire linéaire, qui se passe dans l'ordre des événements. Et pourtant, là, vraiment l'impression que il a du coup confondu les deux, et donc c'est à la fin, il y a le changement de Ulysse parce que il y a la scène de Troie où il se rend compte de son atrocité. Donc dans la timeline du film, c'est logique que après cette scène, il soit choqué. Mais sauf que dans la timeline réelle, cette scène, elle était il y a 10 ans. Et entre deux, il a pas changé. Genre c'est pas un truc qui a changé sa vie. Donc t'as l'impression qu'il a mélangé les deux timelines, ce qui est encore une fois très étonnant parce qu'on peut reprocher ce qu'on veut à Nolan, etc. Mais il est habitué à ce genre d'histoire et c'est pas tout le temps bien, mais il est habitué à ce que ça soit un minimum cohérent. Donc voilà, c'est assez bizarre. Je sais pas si c'est pour ça que c'est mal fait ou juste parce que c'est mal fait pour une autre raison, parce que notamment Nolan ne sait pas écrire ses personnages. Peut-être un mélange des deux, je ne sais pas. Bref, voilà, c'est la fin de la partie spoiler. Je vous relaisse avec la moi du passé. Voilà, donc rebonjour à ceux qui ont passé cette partie-là. Et du coup, voilà, le personnage d'Ulysse est très creux, ne marche pas. On est obligé de te dire qu'il a changé, alors qu'il n'a pas changé, mais le film veut sous-entendre qu'il a changé. Bref, ça n'a aucun sens. Et du coup, le personnage d'Ulysse, qui est le seul à être développé, bah en fait, t'as à aucun moment peur pour sa vie parce que bah, il te raconte les choses en flashback. Du coup, tu sais qu'il a survécu. Du coup, les scènes de tension, on reviendra plus tard sur les scènes de tension, mais ne marchent pas, vu que tu sais qu'il va survivre. Et c'est le seul personnage auquel tu t'attaches. Les seuls autres personnages auxquels tu peux t'attacher, c'est Télémaque. Mais encore une fois, il est assez creux, c'est vraiment juste, il recherche son père. Fin du personnage. Et un autre personnage que je peux pas dire, mais qui a un développement intéressant par rapport au fait que de base, il voulait pas partir à la guerre, etc. Mais il meurt dès le début. Du coup, voilà, t'as pas de personnage auquel tu peux vraiment t'attacher, car soit il est mort dès le début, il va avoir un développement intéressant après sa mort, à travers d'autres flashbacks, on va le voir plus tôt, etc. Mais du coup, ça va pas servir dans les moments de tension, étant donné que tu sais dès le début qu'il meurt. Et d'autres personnages où on sait qu'ils survivent parce que ils nous racontent l'histoire en flashback. Du coup, les scènes où on voit des choses absolument affreuses, on voit dans la bande-annonce un moment le Cyclope qui attrape un homme et qui le dévore devant tous les autres, mais tu sais pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui, t'es juste en mode ah, zut. Tu développes aucun attachement vers aucun des personnages. Du coup, c'est très compliqué de t'impliquer dans le film. Le seul autre personnage intéressant, c'est celui, j'ai oublié son nom, mais celui de Robert Pattinson. Il est génial. Alors, tous les actrices sont géniales dans le film. On va revenir après sur notamment une actrice qui est grandiose. Le film a énormément de défauts, mais les actrices sont vraiment excellentes. Et du coup, Robert Pattinson, il est génialissime. Vraiment, le seul moment où j'avais de l'intérêt pour le film, c'est quand il était là. Et le personnage sur lequel on reviendra après, mais vraiment, c'est génial. Je veux dire, la bataille finale, qui est nulle à chier, elle est vraiment nulle. C'est censé être le moment qui redonne du souffle au film, le moment de victoire, le moment de plaisir. C'est mou, c'est inintéressant, mais heureusement, entre deux, t'as Robert Pattinson qui joue la petite salope, et c'est juste génial. Il est génial et il sauve le film
entre guillemets, hein, le film reste assez mauvais, mais merci Robert. Et du coup, enfin, les derniers personnages, les personnages féminins. Et enfin, un personnage féminin, j'allais dire bien écrit, mais un personnage féminin écrit de Christopher Nolan. C'est... Merci. Merci Christopher, enfin. Du coup, vous avez peut-être suivi, mais Christopher Nolan est souvent reproché de pas mettre de personnages féminins dans ses films. Parce que, personnellement, je trouve ce n'est pas un problème. Je veux dire, si t'as juste envie de nous raconter une histoire avec des hommes, fais-le. C'est un problème plus systémique de pourquoi on a que des histoires avec des hommes. C'est plus systémique, ça se situe pas avec un seul individu. Si t'as un réalisateur ou même une réalisatrice qui veut te faire un film avec que des hommes, aucun problème. Si elle veut faire avec que des femmes, aucun problème. Je veux dire, un film, c'est une entité propre, tu fais ce que tu veux avec. C'est un problème, encore une fois, plus systémique de pourquoi il n'y a que des films avec des hommes. Pour moi, ce n'est pas un problème qu'il n'y ait pas de femmes dans ces films. Mais le problème, c'est que les femmes de Christopher Nolan, déjà, il n'y a que 3 types de femmes chez Christopher Nolan. Je vais prendre pour exemple le Prestige, car pour le coup, il y a sont 3 types de femmes dans le même film. T'as la motivation, qui est du coup dans le Prestige, la copine de Hugh Jackman, qui va mourir, c'est pas un spoiler, c'est dès le début du film, hein, mais qui du coup va être sa motivation à travers le film de qu'est-ce qui va se passer, etc. J'essaye de pas trop spoiler. Il y a Scarlett Johansson, qui est du coup, elle est la tentatrice et celle qui va corrompre l'homme. Déjà, il y a peut-être un petit problème qui vous sonne à l'oreille, mais c'est voilà celle qui va représenter la partie négative de l'homme. Et il y a la femme, qui du coup, elle est, enfin l'épouse plutôt, qui du coup représente le côté stable, le côté bien de l'homme, entre guillemets. Et du coup, vous voyez tout de suite le problème, c'est que les personnages féminins existent juste pour les personnages masculins. C'est-à-dire que les personnages féminins ne servent à rien à part développer un personnage masculin. Et c'est pareil dans tous les films. Mais du coup, dans l'Odyssée, on a un personnage féminin qui existe, alors pour un personnage masculin certes, mais qui va avoir son propre développement et qui va avoir ses propres thématiques. Alors, elle ne va exister que entourée d'hommes, du coup c'est le personnage de Anna Tawai, de la reine Pénélope, je crois que c'est du coup la reine d'Ithaque, qui du coup va avoir 3 développements, enfin va y avoir 3 choses qui vont servir à son développement. Il y a du coup son attachement avec Ulysse, le fait qu'il soit parti, etc. Son attachement et la protection qu'elle essaye de mettre à Télémaque, et la résistance qu'elle doit avoir par rapport aux prétendants. Donc tous ses destins sont liés avec ce d'homme, mais cette fois-ci le personnage féminin n'existe pas pour faire évoluer les personnages masculins, même si ça sert un peu à faire évoluer, enfin à dire des choses sur Lys et à dire des choses sur Télémaque, mais surtout elle existe pour elle. Alors je sais pas si c'est parce que Nolan a écrit le personnage comme ça, ou juste si c'est parce que c'est Anna Tawai qui la joue et que du coup elle arrive et elle te vole le show. Personnellement, j'ai ma petite idée, faites-vous la vôtre, mais elle a vraiment un développement intéressant par rapport au fait que à la fois elle aime Ulysse et à la fois elle lui en veut, et du coup il va y avoir ces choses intéressantes par rapport à Ulysse. En même temps, avec les prétendants, elle a cette résistance car c'est la reine du royaume, mais en même temps cette faiblesse parce que bah à tout moment quelqu'un peut arriver et lui dire t'es ma femme en fait, voilà, j'ai des muscles, bouh, le personnage de Robert Pattinson, voilà, c'est moi qui décide. Mais il y a tout de même ce respect envers elle, qu'elle arrive à avoir une certaine prestance, etc. Et du coup le côté protectrice qu'elle va avoir envers Télémaque, qui à la fois va lui permettre de rester en vie, mais à la fois l'empêcher de suivre son développement, qui est du coup assez intéressant. Elle a ce contraste avec, bah, encore une fois, ces 3 destins, je sais pas trop comment dire, mais ces 3 développements qui du coup vont être assez intéressants, et elle a des scènes extraordinaires. Elle est, bref, c'est Anna Tawai, j'ai envie de dire, excellente, ce qui fait que pour moi c'est vraiment le seul personnage intéressant du film, au-delà de Robert Pattinson qui est hilarant, mais je veux dire en termes de personnage pur, juste de développement, etc., c'est le seul personnage intéressant. Puis aussi il va y avoir certaines choses où elle doit confectionner un voile et elle va avoir certaines
russes par rapport à ça, qui vont montrer son intelligence. J'essaye de pas trop spoiler, mais du coup son personnage est vraiment intéressant. Mais après, en autre personnage féminin, il y a Circe, qui est entre les deux. À la fois, elle sert juste pour le développement des hommes, c'est-à-dire pour montrer le côté, surtout pour nous avertir du côté sauvage des hommes, on va dire, et qui en même temps a un peu de backstory. Tu ressens qu'elle a quelque chose en elle, qu'il s'est passé des choses, mais j'ai du mal à attribuer ça à Nolan. Je pense juste que dans le livre, même dans la mythologie grecque en général, Circe, je connais pas trop la mythologie grecque, mais Circe a une importance et il s'est passé plein de choses avec elle affreuses, et du coup bah juste Nolan a repris ce personnage, ce qui fait que automatiquement elle a ce passé, mais bref, ça reste un personnage plutôt intéressant. Et sinon les autres femmes, c'est vraiment juste là pour développer des hommes. Et encore, il y a Hélène de Troyes qui est là parce qu'elle est dans l'histoire. Et voilà, c'est, tu sais pas trop à quoi elle sert, Hélène de Troyes. T'as Athéna qui est là pour montrer la culpabilité d'Ulysse, et c'est tout, littéralement. T'as une explication à ça. Hein, le film te donne une explication, mais elle sert vraiment juste à ça. Et Calypso, qui est creuse, qui est vraiment. Et là, pour faire avancer l'histoire, dû à une certaine raison, mais le personnage est inintéressant et ouais, il sert pas à grand chose, à part encore une fois faire avancer le scénario, ce qui est classique chez Nolan. C'est pas un problème qu'elle serve juste à faire avancer le scénario, mais c'est juste, voilà, elle sert à rien, elle est là comme d'autres personnages qui sont là, genre le commandant du bateau d'Ulysse, enfin le commandant entre guillemets, mais du coup je sais pas trop comment ça marche, si c'est le capitaine du bateau et du coup Ulysse est le commandant de la flotte entre guillemets, et du coup il se retrouve dans ce bateau, ou alors si c'est genre son sous-chef, ou je sais pas trop, mais c'est globalement son second, la personne en dessous d'Ulysse, qui pareil est là juste de fonction, qui sert juste pour sa fonction. Et pareil pour Robert Pattinson, mais lui au moins il t'apporte un divertissement. Bref, les personnages sont que des fonctions. Pareil pour le personnage de John Berthold. T'as des personnages qui sont là juste pour leur fonction, ce qui est pas un problème pour Nolan, mais il faut nous raconter des choses. Du coup là, encore une fois, ça va nous raconter le développement que va avoir Ulysse au fur et à mesure, mais comme j'ai dit plus tôt, ça marche pas. Et surtout, ça veut nous conter un récit, voilà, de la monstruosité de l'homme avec un grand H et avec un petit H, et de son arrogance, de son irrespect. Mais ça marche pas. Enfin, ça marche, mais c'est pas suffisant, on va dire. Parce que tout le film repose sur cette morale, sur ce message, et sur le personnage d'Ulysse. Mais comme j'ai dit plus tôt, il est mal développé, ça ne marche pas, c'est incohérent, bref. Voilà. Comme je vous l'ai dit plus tôt. Et la morale, elle est sympa. Mais elle est sympa pour un divertissement. C'est-à-dire que, je vais prendre pour exemple Barbie. Barbie a une morale très simple, vraiment. C'est juste, tu regardes le film, tu comprends la morale. T'as quelques subtilités qui sont assez intéressantes, etc. Mais ça reste basique parce que Barbie, c'est une comédie, c'est avant tout là pour te faire rire, et donc ça veut retransmettre son message en te faisant rire, en te divertissant, en t'amusant. Du coup, ça marche plutôt bien pour ça. En fait, le film, il a la profondeur d'un film de divertissement classique, mais il n'a pas le côté divertissant. Du coup, bah, le film fait très creux. C'est un peu comme Dunkerque, c'est la même chose que je reproche en Dunkerque, c'est t'as une morale qui est ok, qui est entendable, t'as des développements parce que du coup là, tu vas avoir les différentes monstruosités, et notamment Ulysse qui va s'en rendre compte plusieurs fois parce qu'il est un peu con, et donc il a besoin d'avoir une fois où il se dit ah, c'est pas bien d'être méchant quand même, et une autre fois il dit mais non, on n'est pas méchant, je vous jure, ça va en vrai, et après il fait ah oui non quand même on est peut-être un peu con et méchant. Genre, encore une fois, l'écriture du personnage d'Ulysse est catastrophique, mais la morale est entendable. Il y a des développements, encore une fois, vu que ça marche en partie avec Ulysse, ça marche pas parce que le personnage est mal écrit,
mettez une morale intéressante. Mais derrière, propose-nous autre chose, parce que là, ça a la subtilité d'un enfant de 4 ans. Alors, le film a quelques subtilités avec d'énormes guillemets. Je veux dire, notamment le fait que ce que reproche aux prétendants en disant oh là là, mais Ulysse oserait jamais faire ça. Finalement, tu te rends compte que Ulysse pourrait faire ça. Donc, tu as quelques subtilités où, par rapport au fait que même les hommes qu'on ne croirait pas capables de faire de telles choses font de telles choses. Enfin, le message, c'est pas bien d'être méchant, vaut mieux être gentil. Genre, c'est un message tout à fait entendable. Mais propose-moi autre chose, parce que là, du coup, on va passer à la partie suivante, mais le film est chiant. Et c'est pas un problème à ce que ça soit chiant. Mais développe ton propos. En fait, le film a le cul entre deux chaises de je veux créer un film purement psychologique, purement philosophique, mais j'en apporte le développement d'un film de blockbuster classique. Du coup, ça ne marche pas. Soit tu fais un film de blockbuster avec de grandes scènes d'action ou de tension, on va revenir dessus, avec de grandes scènes, etc., où derrière tu as un message intéressant, soit tu reposes que sur ton message, mais du coup tu le développes plus, parce que là, c'est creux. Et les scènes dans ce film sont, pour certaines, ok, pour d'autres, nul à chier. Du coup, en scène bien, on a la scène du Cyclope qui est sympathique, ça marche plutôt bien. Le film va pas être dans le grandiose. C'est ça que je comprends pas. Les gens sont en mode c'est un film grandiose. Non, c'est pas un problème que ça soit grandiose, parce que du coup, le film va reposer sur le fait de la tension, parce que l'un des trucs d'Ulysse qui va nous être présenté, c'est que au-delà de sa force extraordinaire, c'est surtout qu'il est rusé. Et le film va se servir de ça, où du coup, quand on va voir un cyclope, il va pas être en mode vas-y, on l'attaque, voilà, on lui éclate sa gueule. Il va être en mode non, on va réfléchir à comment faire ceci, comment faire cela. Et du coup, plutôt que d'avoir une grande scène d'action, on a une scène de tension, on va dire, où il va falloir trouver la solution pour pouvoir s'échapper, qui est un choix cohérent, tout à fait entendable, qui marche plutôt bien. Mais le film du coup est pas grandiose, ce qui n'est pas un problème. Genre les gens vraiment ils sont tellement prêts à se branler sur Nolan qu'ils racontent n'importe quoi. Mais bref, du coup cette scène est plutôt intéressante et marche plutôt bien. Dans le même esprit il y a l'infiltration à 3 qui pareil marche plutôt bien, elle est sympathique. T'as une autre scène plus tard à 3 qui pour le coup va surtout servir par rapport au développement d'Ulysse. Là, alors, le développement, encore une fois, est très nul, mais cette scène marche très bien. Donc, c'est bien. Cette scène est très cool. Mais après, il y a d'autres scènes qui sont vraiment nulles. T'as la scène face au géant qu'on voit dans la bande-annonce, où alors, ça a un propos pour faire un effet miroir avec, disons, les personnages d'Ulysse, etc. Enfin, avec la troupe d'Ulysse, mais la scène est nulle. C'est-à-dire que l'effet, ok, on le comprend encore une fois, c'est bien, bravo Nolan. Tu développes un peu ton propos, bravo. Encore une fois, sois plus subtil s'il te plaît, mais c'est ok. Ok, la scène sert à ça, mais propose de l'action, propose quelque chose. Là, la scène, elle est totalement incompréhensible. Genre vraiment, tu ne comprends rien à la scène. T'as des personnages, tu les vois, tu sais pas qui c'est, ils meurent, t'es en mode ok, t'as les arbres qui vont bouger, tu dis ah cool, ils vont créer quelque chose avec ces arbres. Encore une fois, on te parle de la ruse d'Ulysse, donc tu dis il va peut-être se servir de ces arbres pour pouvoir vaincre les géants, ça va être trop bien tout. Il fuit. Juste il fuit, il court et fin de la scène. C'est tellement décevant, tu te dis, encore une fois, je dis pas d'avoir une grande scène d'action où tu vas voir voilà Ulysse qui affronte le géant parce que c'est un bonhomme, etc. Mais étant donné la scène plutôt avec le Cyclope, je m'attendais à avoir une scène, encore une fois, de tension, de réflexion, où tu vas avoir Ulysse qui va réfléchir au fait que, ah oui, les arbres bougent, donc on peut faire ceci, cela avec les arbres. Je sais pas, on peut accrocher une corde à un arbre pour que quand il bouge, ça fasse tomber le géant. Je sais pas, un truc comme ça, mais non. Non, c'est juste, on va fuir et on va espérer que les arbres ne nous empêchent pas de fuir. Ok, bah c'est bien. Surtout que, encore une fois, les scènes de tension, étant donné que tu sais pas qui meurt, tu connais pas les personnages, t'es en mode
Ok, bah super. T'as ensuite une autre scène qui est très courte, qui est intéressante dans la façon où c'est filmé, parce que c'est vraiment filmé à hauteur d'homme et il va y avoir quelque chose d'assez grand qui va attaquer le bateau. Je sais pas, j'essaie de pas trop spoiler, mais la scène marche plutôt bien, mais elle est très courte et ça sert à introduire quelque chose, mais c'est vraiment juste une scène de transition, on va dire. Donc c'est ok. T'as la scène finale qui est censée être le moment d'explosion de rage, etc. D'explosion, de brutalité qui montre tout le côté monstrueux de l'homme. C'est nul, c'est vraiment nul. Encore une fois, Nolan ne sait pas filmer de scène d'action. T'as une scène qui aurait pu être extraordinaire et qui aurait dû être grandiose. Parce que là, c'est la scène où Ulysse se rend compte du... La 12e scène où Ulysse se rend compte du mal qu'il a fait. Mais bon, il est un peu con le bonhomme, faut l'expliquer 30 fois. Mais du coup, t'as cette scène où Ulysse comprend l'atrocité de ce qu'il a fait, où du coup les morts courent après lui, où t'aurais pu avoir une scène extraordinaire où tu vois des milliers, voire des millions de morts qui lui courent après. Ulysse qui essaye de s'enfuir, qui aurait pu encore une fois s'enfuir grâce à sa ruse, vu que c'est l'un des trucs. Non, c'est juste, t'as une scène où tu vois peut-être une trentaine de figurants qui lui courent après et Ulysse qui court. Et c'est pas du tout montré de manière impressionnante, c'est juste là, c'est... Là, en plus que, encore une fois, les scènes précédentes, il n'y avait pas besoin que ça soit impressionnant parce que ça pouvait marcher sous tension. Elle marche pas toute sous tension, mais là, cette scène, ça aurait gagné dans le propos de montrer vraiment la terreur de voir ces milliers de morts, voir des, pourquoi pas, genre des corps qui se jettent sur Ulysse et qui se décomposent sur lui, d'avoir des trucs géants comme ça. Non, on voit juste bah, Ulysse qui court et une trentaine de figurants qui sont derrière lui qui font ah. Ok, bah super. Et du coup, cette scène des morts me permet de faire une transition sur le côté réaliste du film. Car c'est Nolan, et donc il faut que le film soit le plus réaliste possible. Ce qui va poser des problèmes, entre guillemets, d'un point de vue technique, sur lesquels on reviendra plus tard, mais juste d'un point de vue totalement cinématographique, le film se prend les pieds dans le tapis. C'est vraiment le fait qu'il veut absolument être réaliste, mais t'as des choses qui ne peuvent pas être réalistes dans le film. Je veux dire, t'as un cyclope géant, tu peux pas vouloir faire réaliste. Mais du coup, t'as des moments où ça marche pas. Je veux dire, t'as tout un truc où, un moment, il déclenche la colère des dieux. T'as Ulysse qui te raconte en flashback de tout mon équipage pensait que j'avais déclenché la colère de Poséidon. Mais moi, je n'y croyais pas. Pourquoi t'y crois pas? Genre, t'as l'impression que c'est en mode, non, je crois pas, c'est bêtise pour enfants. Mais en même temps, tu crois quand même aux éléments fantastiques, étant donné que t'as tout un truc pendant le film sur la loi de Zeus, si je dis pas de bêtises, qui est du coup une loi qui dit que n'importe qui vient chez toi, tu dois l'accueillir, et donc quand tu es reçu chez quelqu'un, tu dois respecter la tradition, entre guillemets, de la personne chez qui tu es reçu, tu dois la respecter, etc. Et du coup, cette loi va être un moyen de montrer comment différents personnages vivent et perçoivent les choses. Ça va encore une fois servir à montrer l'arrogance des hommes et le non-respect qu'ils ont envers les dieux. Et du coup, pendant tout le film, t'as ce truc de... Lui, il est en mode, non, faisons comme la loi de Zeus et tout. Ça va apporter d'autres trucs par la suite qui marchent pas du tout, mais... Ok, mais du coup, t'as ce truc-là auquel il croit. T'as encore une fois un moment avec la scène des morts où, bah du coup, ils vont devoir faire une incantation spéciale. Et à aucun moment, il remet en question cette incantation. Et t'as d'autres moments, t'as des trucs où Ulysse va dire certaines choses et ces hommes qui croyaient plus en les dieux et tout ça qu'Ulysse vont pas y croire. Et du coup, t'as vraiment ce truc de le fait de croire en cette mythologie, c'est vraiment quand ça arrange le scénario. Quand il y a besoin que les personnages y croient pour créer une peur, etc., les personnages y croient. Et quand ils doivent pas y croire pour pouvoir faire avancer le scénario, ils y croient pas. T'as aussi les retournements de situation, j'en ai parlé plus tôt. Du coup, comme je l'ai dit, t'en as deux qui marche pas par le fait que c'est tellement évident, parce que vous savez, normalement, un retournement de situation, c'est t'as un ou deux indices qui t'indiquent quelque chose, et après, le moment où t'as la révélation, t'es en mode ah, ok, c'est pour ça qu'il s'est passé ça. Sauf que là, les retournements, les indices sont tellement évidents, étant donné que t'as un gros plan où t'as des personnages qui te disent ah, faut faire ci ou ah, faut pas faire ça, que dès le premier indice, t'es en mode ah, bah du coup, il va se passer ça. Et il se passe ça, et le moment où c'est la révélation, bah t'es juste en mode
Oui. Et à un moment, t'as un retournement de situation avec le peuple de la mer, car tout le long du film, tu vas avoir un truc avec le peuple de la mer auquel il faut se protéger, car c'est du coup un peuple notamment qui arrive, qui ne respecte pas la loi de Zeus, qui pille les villages et qui commettent d'autres choses affreuses, d'après un certain personnage. Et t'es en mode, c'est très bizarre que ça soit passé sous silence, qu'il y a juste ce personnage qui en parle à un moment et ça soit passé sous silence, qu'on n'en parle pas dans le reste du film. Surtout avec le retournement de situation, t'es en mode, ah, ouais, c'est spécial. Mais du coup, t'as tout ce peuple qui effraie tout le monde, etc. Et t'as un retournement de situation qui est tellement mal fait que au moment où ça arrive, t'es juste en mode, mais ça n'a aucun sens. Ça marche pas. Alors, t'as des indices, hein, mais c'est des indices tellement petits, tellement insignifiants, et t'as un indice, en vrai, t'as un personnage, un moment, qui t'en parle, mais c'est quelque chose de très général, ça vise pas ça particulièrement, et du coup, genre vraiment, au moment où ça arrive, t'es en mode, mais ça n'a aucun sens. Et puis même, on l'a vu, mais pas assez pour sous-entendre que c'était ça qui se passait, enfin, c'est tellement mal fichu ce retournement. Et du coup, t'as cette succession de choses qui fait que le film est très mal écrit et ne tient pas debout. Et encore une fois, c'est très creux. Mais on va finir sur un aspect positif qui est le côté technique du coup du film. Encore une fois, ça marche bien, oui. C'est Nolan. Un truc qu'on peut pas lui reprocher, pas totalement, c'est le côté technique. Il y a quelques trucs, notamment son anti-effets spéciaux qui est très agaçant, qui avait complètement gâché l'explosion d'Oppenheimer pour moi, car c'est juste une explosion, c'est pas une bombe nucléaire. Là, du coup, tu vas avoir différentes choses, notamment le Cyclope. T'as une photo avec la marionnette qui est tombée sur internet, et tout le monde en mode ouais, c'est trop bien, c'est incroyable et tout. Enfin, des gens qui utilisent des vrais trucs, sauf que Nolan l'a dit lui-même, la marionnette, ça sert juste à donner un repère aux acteurs, pour que les acteurs s'y croient plus. Mais sinon, tout le Cyclope est fait en effets spéciaux. Et le fait d'être dans ce truc de non, ton temps réel, on fait pas d'effets spéciaux, c'est juste de la branlette. Et surtout, ça sert juste à invisibiliser l'excellent travail des équipes d'effets spéciaux. Parce que les gens ont aucun problème avec les effets spéciaux. Leur problème, c'est les effets spéciaux mal faits, notamment dans les films Marvel, vu que les effets spéciaux sont bâclés, que les artistes n'ont pas le temps de travailler sur les effets spéciaux, ça pose problème aux gens. Mais quand ils sont bien faits, les gens il voit pas de problème. Étant donné que tu crois au film, tant que tu crois au film, c'est ok. Le meilleur exemple, c'est le Cyclope. Il est en effets spéciaux, mais il marche extrêmement bien, c'est extrêmement bien fait. Et du coup, bravo les équipes d'effets spéciaux, étant donné que Nolan vous ignore, ce qui est pour moi totalement honteux. Mais franchement, le Cyclope est très bien fait. Et même, t'as d'autres choses dans le film qui sont des effets spéciaux, notamment, tu vas avoir genre un moment un tigre, un lion, un puma qui je pense, sont des vrais lions. Pour le coup, c'est pas totalement fait en effets spéciaux, mais je pense que c'est des lions qui ont été filmés ailleurs et qui ont été incrustés dans l'image. Et ça marche plutôt bien. Je sais pas à un moment si c'est un mélange d'effets pratiques et d'effets spéciaux, une transformation de certains personnages qui va être très intéressante et assez bien fait. T'as juste un moment, un monstre qui tu remarques que ce sont des effets spéciaux. Mais c'est pas catastrophique, c'est pas oh mon dieu, s'il monte, c'est juste en mode ah, ouais, ok. Là ça marche pas très bien. Mais ça reste ok, les effets spéciaux sont vraiment très bons. Sinon, pour ce qui est des autres trucs, par rapport à l'IMAX, du coup, je suis allé voir le film dans une salle classique et pas en IMAX pour les raisons expliquées dans ma vidéo sur l'IMAX. Mais l'IMAX, au-delà du ratio, ça apporte aussi quelque chose avec la pellicule, parce que c'est une pellicule particulière qui est assez grande, qui apporte une certaine qualité. Pour le coup, tu vois que c'est pas un film classique fait avec une caméra numérique, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est beaucoup de gens arrêtent pas de dire moi c'est trop beau comme film. Ouais, c'est t'as de beaux plans sur des couchers de soleil, etc. T'as un sens par rapport aux couleurs, parce que souvent ce qui va être la maison, donc souvent Itac, va être avec des couleurs chaudes, plutôt orange, pour nous rappeler cette chaleur de la maison. Et les moments où les personnages ne sont pas Itac, tu vas avoir une couleur
assez froide, du coup plutôt bleue, qui est souvent la couleur de Nolan, et qui du coup va être plutôt intéressante dans ce qu'elle veut dire. Tu vas avoir aussi cette couleur orange qui va revenir à 3 pour une certaine raison. T'as encore une fois le coucher de soleil qui a un sens dans le film et qui va être du coup plutôt orangé pour nous rappeler voilà, ce côté rassurant. T'as ce travail-là, t'as aussi des scènes avec Calypso qui vont être dans un entre-deux qui va être plutôt jaune, mais un jaune assez terne, entre guillemets, qui va être entre le orange assez chaud, assez rassurant, et le bleu assez froid, ce qui a un sens dans le film. C'est bien travaillé, c'est pas mal fait, mais c'est pas extraordinaire non plus. C'est notamment le chef-op, qui est du coup le chef-op. C'est assez compliqué à dire. Le chef-op, globalement, Nolan, il dit je veux tel plan avec, je sais pas, telle caméra, avec telle lumière, et le chef-op s'occupe de réaliser le plan. S'occupe de voilà, faire ok, du coup, là, on va mettre le plan comme ça, comme Nolan ne veut, on va mettre le personnage ici, telle lumière là. C'est expliqué très très simplement, mais globalement, c'est ça. C'est celui qui va s'occuper globalement de rendre l'image belle. Mais du coup, là, le chef-op du film, il a notamment travaillé pas mal sur l'IMAX, étant donné qu'il avait fait Oppenheimer également. Il a fait aussi d'autres films de Nolan. Il a fait Interstellar, je crois. J'ai plus Tenet peut-être et Dunkerque. Et il a fait Nope aussi avec Jordan Peele, où pareil, encore une fois, dans Nope, c'est une pellicule IMAX. Du coup, il est habitué à travailler avec l'IMAX. Il fait un plutôt beau travail, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je vois beaucoup de gens qui sont en mode c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est génialissime. Mais pour le coup, pour avoir revu des scènes de Nope en travaillant sur ma vidéo sur l'IMAX, Nope me paraît bien plus intéressant d'un point de vue photographie que l'Odyssée. C'est bien, hein, je dis pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit, c'est bien, mais je trouve pas ça si extraordinaire. Voilà, encore une fois, tu as ce travail intéressant entre le contraste du orange et du bleu. Mais bon, c'est bien. Sinon, au-delà de la photographie, niveau mise en scène, c'est ok. C'est ok. Encore une fois, tu as ces problèmes des scènes d'action que Nolan ne sait pas réaliser. Mais sinon, tu as une scène dont j'ai parlé plus tôt qui est assez chaotique, mais qui marche plutôt bien parce que c'est le but de la scène et c'est cohérent. On a par exemple quelque chose à un moment avec l'arrivée du Cyclope où au départ, avant que le Cyclope arrive, on a une caméra qui est à peu près en face de Ulysse et le moment où on voit le Cyclope arriver, la caméra va partir en plongée sur Ulysse et Ulysse qui regarde en l'air pour nous montrer la démesure de la créature, le gigantisme et à quel point il est dominé par celle-ci. Tu vas avoir un moment, c'est un peu de la branlette, mais l'origine story d'Athéna, où tu vas voir un parallèle entre deux choses, c'est assez compliqué à dire, mais un parallèle entre deux choses qui vont se passer en même temps et qui vont expliquer comment Athéna est apparue dans l'esprit d'Ulysse. C'est ok, je veux dire, c'est un détail, c'est pas extraordinaire, c'est un détail, c'est quelque chose de ok. Mais surtout, la scène la plus intéressante du film, d'après moi, c'est à un moment, il va y avoir une discussion entre Pénélope, du coup la femme d'Ulysse, et Robert Pattinson, j'ai oublié le nom de son personnage. Du coup, lui, Robert Pattinson, il veut se marier avec elle, il veut récupérer le trône d'Ithaque. Et notamment, tu vas voir tout un truc au long du film sur le voile de mariée, où du coup, t'as Pénélope qui tisse son voile, et normalement, quand elle a fini de tisser son voile, elle doit se remarier du coup avec l'un des prétendants. Il va y avoir différentes révélations avec ce voile, mais du coup, là, ils vont parler du fait de ce mariage, du fait des ruses, disons, de Pénélope. La scène va être en partie filmée derrière le voile, ce qui du coup apporte quelque chose d'assez intéressant parce que le voile et le mariage vont être au cœur de la conversation et en même temps ça permet de cacher les personnages pour nous montrer que l'un à l'autre en fait ils se cachent des choses et ils se révèlent pas tout. Du coup ça apporte quelque chose de plutôt intéressant. Mais sinon en général le film c'est très classique. C'est très classique. Et voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant niveau mise en scène. C'est vraiment tout ce que j'ai noté. Et sinon, un truc vraiment bien, la musique. La musique est vraiment extraordinaire. Si je dis pas de bêtises, c'est Ludwig Göransson. La musique t'embarque dans le film, elle te permet de plonger dans le film. Ce que
Ce que le scénario et la mise en scène te permettent de ne pas faire, la musique t'y aide un peu. Et vraiment, elle est très belle et vraiment magnifique. Encore une fois, Ludwig Göransson, excellent. Excellent, c'est pareil, il avait fait Sinners, si je dis pas de bêtises. Oppenheimer, je me souviens, je crois que c'est lui qui avait fait, mais je me souviens plus trop de la musique. Mais il est excellent, la musique est géniale. Aussi, l'une des choses, après, ça, c'est pas un défaut propre au film, c'est vraiment juste personnel, mais c'est fait pour les hommes. C'est-à-dire qu'avec les thématiques du film, qui est du coup, le personnage principal, c'est Ulysse, qui est du coup, bon, déjà, c'est le plus beau, le plus fort, le plus rusé, le plus rapide, mais qui du coup, va avoir tout un truc sur sa responsabilité, sur sa culpabilité, son rôle de père en même temps pour Télémaque, mais en même temps pour le royaume d'Ithaque, et en même temps pour ses soldats, ses manquements qu'il va avoir, que ce soit avec Télémaque et son éducation, envers sa femme ou envers ses soldats, c'est quelque chose de très masculin. Et c'est quelque chose de notamment beaucoup pour les jeunes hommes, je pense. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai commencé la vidéo en disant désolé mais j'ai plus 14 ans. Déjà à 14 ans, je pensais à cette stupide idée d'être un homme. Et puis quoi encore, le film s'adresse vraiment, je pense, plutôt aux jeunes hommes, à ce que les jeunes hommes veulent devenir. Ce qui n'est pas un mal parce que c'est pas négatif, c'est pas de la masculinité toxique, c'est pas vraiment et voilà, Ulysse il arrive, il retourne chez lui, il baisse sa femme parce que c'est fait pour ça les femmes. C'est pas de la masculinité toxique. Je préfère largement que des jeunes hommes s'inspirent d'Ulysse plutôt que de Andrew Tate ou tous les trucs masculins à la con comme ça. Mais ça fait très masculin aussi par l'idée que le film est très simple, pas très intelligent, mais il donne l'impression au jeune homme d'être intelligent parce que c'est pas aussi classique que un Marvel ou un autre film basique. Du coup, ça donne cette sensation d'être intelligent alors que non, pas spécialement. Mais surtout, littéralement, Ulysse est ce modèle masculin car c'est le seul à pouvoir bander. Son arc, évidemment, il bande son arc. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est pas du tout voulu, étant donné qu'en anglais, je pense pas que ça soit le même mot pour bander l'arc et bander. Voilà. Mais du coup, quand dans tout le film, t'as tout un enjeu autour d'un arc où Ulysse est le seul à pouvoir bander, à bander l'arc, je parle évidemment, étant donné le côté masculin et tout ça du film, c'est très drôle. C'est très drôle. Voilà, ça c'était juste pour la petite anecdote. J'ai pas grand chose à dire de plus sur le film. Bref, en général, je vous le recommande pas. Je trouve vraiment pas intéressant. C'est même pas un bon divertissement. Si vous voulez voir un bon divertissement intelligent avec un propos réfléchi et intéressant, allez voir Disclosure Day. C'est déjà bien plus grandiose que l'Odyssée. Je veux dire, la scène du train explose n'importe quelle scène de l'Odyssée, même combinée. Mais et encore, Disclosure Day est même pas tant grandiose que ça. À part cette scène du train, le reste du film est pas grandiose, mais c'est un propos intéressant, intelligent et bien développé. T'as pareil, en fait, pareil que The Odyssey, t'as plus des scènes sous tension que des grosses scènes d'action, mais c'est excellent, c'est bien plus intéressant sur tous les niveaux, à part peut-être juste la musique où l'Odyssée surpasse, mais allez voir Disclosure Day. Pas l'Odyssée. Sinon, pour ce qui est des prochaines vidéos, je sais pas trop. J'ai plusieurs idées de vidéos qui pourraient arriver sur la chaîne. Je vais peut-être refaire des critiques comme celle-ci, peut-être sûrement pour Spider-Man, étant donné que je suis une pute à Spider-Man, que j'adore tous les films Spider-Man. Je vais revoir aussi pour ressortir les rétrospectives Pixar et Spielberg. Surtout que là, j'ai fini la rétrospective Pixar. Enfin, faut juste que je tourne et que je monte. Et la rétrospective Spielberg, faut vraiment que je m'y mette dedans, que je re-regarde les films. Sinon, je sais pas trop. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Allez voir ma vidéo sur l'IMAX, car j'en suis très fier. Elle m'a pris beaucoup de temps de travail. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois. A plus.